Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. La guerre civile, une fascination française. Pourquoi en parle-t-on autant? Est-ce un spectre qu'on agite ou un danger réel de basculement à craindre? Avec nous à partir de 12h55, le philosophe Guillaume Barrera. Il est l'auteur de La guerre civile, histoire, philosophie, politique, qui vient de paraître chez Gallimard. Il nous rejoindra pour la grande table des idées en ce lundi. Mais d'abord, la consécration, The Father, adaptée de sa pièce Le Père. Le premier film de Florian Zeller vient d'obtenir 2 Oscars, meilleur scénario, adaptation et meilleur acteur pour le grand Anthony Hopkins qui joue un père qui souffre de démence sénile, d'une forme d'Alzheimer, entouré de sa fille Anne. C'est Olivia Colman qui l'interprète, meilleure actrice, souvenez-vous, pour son rôle dans La Favorite, c'était en 2019. Le film sort en salle le 26 mai, ce mercredi, et le dramaturge et réalisateur est dans ce studio pour nous en parler. La grande table. Olivia Gesbert. Date of birth? Friday, 31st of December, 1937. You're living with your daughter at the moment? Yes, in my flat. You see, the situation is very simple. Je vis dans cet appartement depuis pas mal de temps. Il intéresse beaucoup ma fille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle s'installe chez moi avec cet homme-là. Je suis là pour t'aider. Je sais même pas ce qu'elle trafique contre moi, mais elle trafique. Je sais bien qu'elle trafique, ça je le sais. Personne n'aurait vu ma montre, on me l'a volée. Mais non. Comment ça, mais non? C'est moi. Anne? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est Anne? De quoi tu parles? Où elle est? Je suis là. I don't need any help. We have to come up with a different arrangement. Stop talking like that. I'm not leaving my flat. I am not leaving my flat. Je suis qui, moi, déjà? Who exactly am I? Who exactly am I? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La question, elle est abyssale, mais elle est aussi universelle, comme ce récit universel sur la famille, la vieillesse, la maladie. Bonjour à vous, Florian Zeller. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Ce récit qui pose aussi une autre question qui paraît toute simple dans nos vies, dans la cellule familiale, dans l'ordre des choses. Au fond, qu'est-ce qu'un père, Florian Zeller? Un père, j'imagine que ça peut être une quantité de choses différentes, mais je dirais que c'est avant tout un repère dont on aimerait qu'il demeure en tant qu'enfant. Et précisément, cette histoire, c'est comment, ce moment où ce repère vacille, où un homme perd lui-même ses propres repères, et c'est l'histoire de cette fille qui doit aborder ce moment complexe de la vie, quand on devient un peu le parent de ses propres parents. Cette inversion des rôles qui renverse complètement ce qu'est un père et l'idée qu'on s'en faisait jusque-là. Oui, parce qu'il n'est pas juste un père, il est le père. Et c'est aussi la relation qu'on va tisser et avoir tout au long de sa vie avec ses parents. C'est au théâtre le français Robert Hirsch, le britannique Kenneth Cranham et l'américain Frank Langella qui ont interprété à tour de rôle le père dans cette pièce que vous avez écrite, Florian Zeller. Aujourd'hui, c'est Anthony Hopkins qui est le père à l'écran. Alors, est-ce qu'il est un bon père? Est-ce qu'il est, à vos yeux, celui qui fera probablement oublier tous les autres? Je ne pourrais pas répondre à cette question sans un conflit de loyauté difficile. En tout cas, c'est le père que j'ai vraiment choisi. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé à rêver à ce film, parce que tout commence toujours par un rêve, c'est vraiment ce père-là que j'imaginais, ce visage-là vers lequel je suis allé. C'est la raison pour laquelle, au fond, bien que français, j'ai décidé de faire ce film en anglais. C'était pour avoir la possibilité d'aller vers lui, puisqu'il est, Anthony Hopkins, une sorte de légende, du moins à mes yeux, mais je sais que je ne suis pas le seul. Il a cette force et il appartient à l'histoire du cinéma. Et je pensais que, puisqu'il s'agit d'une chute, de partir d'un endroit d'une certaine altitude, du moins dans notre inconscient collectif, et ça rendrait cette chute d'autant plus bouleversante, d'autant plus troublante. Parce qu'on connaît un acteur à travers tous les rôles qu'il a incarnés. Et Anthony Hopkins, il a cette autorité, cette puissance. Il est pour moi l'homme de l'intelligence extrême, du contrôle et de la maîtrise du langage, mais aussi des situations. Et donc de voir cet homme-là, précisément, perdre le contrôle des situations, ça me semblait être une déstabilisation pour nous, spectateurs, qui était vraiment ce que je voulais explorer.
Il aurait dit non, le film n'aurait pas eu lieu? C'est difficile pour moi de le dire comme Est-ce qu'il ça. a dit oui tout de suite? Non, mais j'ai refusé d'imaginer quoi que ce soit d'autre parce que j'avais conscience que c'était un rêve un peu difficile à réaliser, mais je me suis accroché à cette idée, c'est-à-dire que tant qu'il ne m'avait pas dit non, ça voulait dire que peut-être qu'il allait me dire oui. Et c'était légèrement irréaliste, mais c'était le seul chemin à suivre en fait pour tenter de faire en sorte que ça puisse un jour avoir lieu. Ce rôle bénéficiait aussi peut-être d'un a priori très positif. Il faut dire que partout où la pièce a été jouée, les acteurs qui ont interprété ce père ont en général obtenu des récompenses. Alors ça peut être la statuette japonaise quand il a été joué au Japon, ça peut être le Molière en France, l'équivalent en Angleterre, aux États-Unis et partout ailleurs. Ce rôle était un personnage formidable pour un acteur. Et peut-être qu'Anthony Hopkins a été travaillé, est-ce qu'il vous l'a dit, par l'envie de se mesurer à ce rôle-là? Je pense qu'il connaissait l'histoire de la pièce et qu'il savait que peut-être il détectait que dans ce rôle, il y avait quelque chose de particulier à explorer. Mais je pense que la rencontre entre un acteur et un rôle, elle se fait sur un territoire moins conscient, en fait. D'autant que je ne suis pas allé le voir en lui demandant de faire ce qu'il avait déjà fait ou de refaire ce pourquoi on sait qu'il est génial, mais il s'agissait d'explorer un autre territoire émotionnel et d'oser aller dans un endroit d'extrême vulnérabilité, d'extrême fragilité. Et de mon point de vue, ça devait faire un écho en fait à ce que les familles peuvent parfois expérimenter dans leur propre intimité. Vous savez, quand on connaît bien quelqu'un, ça peut être sa grand-mère, ça peut être sa mère, son père, et puis soudain, cet être que l'on connaissait bien devient un autre qu'on ne reconnaît pas. Et je voulais que le spectateur finalement vive cette expérience à travers Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, on le connaît depuis toujours et on l'associe à un territoire cinématographique particulier, d'autant que le film commence comme une sorte de thriller psychologique. Et puis soudain, il chavire vers un autre endroit et je voulais qu'on en vienne justement à ne plus reconnaître cet acteur, qu'on voit grandir un autre visage. Et pour lui, Anthony Hopkins, c'était aussi de découvrir et de laisser grandir un autre acteur qu'il portait en lui. Ouais, il a eu des très grands rôles qui l'ont imposé comme un acteur connu de tous, familier pour le grand public, on les a pas cités, mais c'est le Seigneur des Anneaux évidemment, Elephant Man ou encore Les Vestiges du Jour. C'est un acteur, une légende, comme vous l'évoquiez Florian Zeller, mais c'est aussi un acteur secret, pudique, élégant, très britannique au fond, et d'ailleurs il y a assez peu d'entretiens, peu d'interviews, peu d'archives avec lui. Il a aussi peut-être ce tempérament de Gallois qu'on le plaît, ça nous plaît de l'entendre en parler. On va l'écouter. In my own small life, Dans ma propre petite vie, I live according to my own rules. je vis en fonction de mes propres règles à moi. I attempt not to be cruel. J'essaie de ne jamais être cruel. I'm never late, for example. J'essaie d'être toujours à l'heure, par exemple. Because according to Gandhi, being late, for example, Parce is que- an act of violence. Parce que d'après Gandhi, par exemple, c'était un acte de violence de ne pas être à l'heure. So I'm professional, I work hard, Alors je suis un professionnel, je travaille dur, I'm polite with people, je suis I'm poli avec les gens, friendly and affable, je suis amical et but affable. I'm ruthless with myself. Mais avec moi-même, je suis sans pitié, enfin sans repos. I'm tough on myself. Je suis vraiment dur avec moi-même. And I don't wait around with weak people, Et j'aime pas traîner avec des gens qui sont des gens faibles, people who are negative. des gens qui sont négatifs. I believe in positive energy and Je crois en living life l'énergie to the fullest. positive et je crois qu'il faut vivre sa vie à fond. Those are my rules. Ça, ce sont mes règles à moi. But because I am an actor, I don't believe that I have Mais any c'est license pas parce que je suis un acteur que je crois que je peux tout me permettre. to break the social rules Par exemple, de rompre les règles sociales, just to flatter my own ego. simplement pour flatter mon propre ego. And I passionately stand by that. Et je fais vraiment très attention à ça. However, I am an eccentric. I don't like Malgré tout, je suis quelqu'un d'excentrique, moi. living by other people's Et j'aime pas demands on vivre me. comme les autres, et j'aime pas faire comme les gens me demandent de faire. But I think I'm a reasonable man and Mais otherwise. je crois que je suis, à part ça, un homme très très raisonnable. Voilà, on imagine qu'après ça, il était d'une ponctualité imparable sur le tournage, Anthony Hopkins, puisqu'il nous dit que être un retardataire, c'est un acte de violence qu'il ne commettrait jamais. On entend quand même dans cette manière de se raconter, de se définir, c'est un joueur déjà, un homme qui aime jouer avec son interlocuteur, qui prend plaisir, et puis tout le paradoxe de cet homme-là. Est-ce que vous avez, vous, eu le sentiment, Florian Zeller, de le saisir au fil de ce tournage? Est-ce que en regardant au fond de ses yeux, parce qu'ils sont très présents dans le film, le regard d'Anthony Hopkins, qui sont, paraît-il, ce regard le miroir de l'âme, est-ce que vous avez appris à le capter un peu? Je crois pouvoir dire oui. Faire un film, c'est une aventure extrêmement intense,
intime et affective. Et je dirais peut-être d'autant plus ce film-là que j'ai tenté de le priver, en fait, de la protection qu'aurait pu apporter un personnage de fiction, un personnage. Et je lui ai demandé d'être simplement lui-même en face de la caméra, comme s'il n'avait pas besoin de jouer, d'être puissamment lui-même, et de telle sorte que les émotions qui l'envahiraient, ou le sentiment de mortalité dont il était question, que ce soit le sien, pour être au plus proche en fait d'une certaine vérité vibrante. Et donc pour faire ce chemin avec lui, il a fallu rentrer dans cette intimité-là. Et ça a été entre notre rencontre et le premier jour du tournage, il y a eu plus d'1 an et demi, de dialogue quasi ininterrompu pour créer justement ce rapport de confiance et d'intimité, pour tenter d'aller dans cet endroit qui était quand même un endroit douloureux, mais un endroit duquel j'ai pu voir, je crois, qui il est véritablement quand il est démasqué. Le tour de force de ce film, le vôtre, Florian Zeller, c'est que le spectateur et tous les acteurs à la fois, hein, on occupe tous les rôles avec vous. Et c'est une déflagration lente et douce qui se produit aussi pour nous dans cette manière que vous avez de nous embarquer dans ce labyrinthe. Celui de cet esprit, de cet homme avec ses longs couloirs, ses portes qui s'entr'ouvrent sur une impasse, ses fragments de lucidité et de lumière. C'est une épreuve pour le spectateur aussi, mais c'est une épreuve qui nous permet peut-être d'éprouver notre propre finitude. Vous aviez envie qu'on tente, nous aussi, de se sentir plus vulnérable, de perdre la maîtrise. Oui, c'était le projet de ce film, c'est-à-dire de mettre le spectateur dans une position unique, d'abord dans une position très active, c'est-à-dire comme si le film était un labyrinthe et qu'il fallait jouer avec les différentes pièces de ce puzzle pour tenter de trouver une combinaison qui fasse sens, pas simplement d'assister à une histoire passivement, mais d'être engagé dans un labyrinthe d'incohérence, de complexité, et de telle sorte qu'on se retrouve quasiment dans le cerveau de cet homme dont la réalité semble insaisissable, pour vivre l'expérience de l'intérieur au fond, parce que moi je trouve que la beauté du cinéma, c'est toujours de vivre d'autres vies que la nôtre, d'autres expériences que les nôtres, de telle sorte qu'elles deviennent en fait notre expérience, pour ouvrir notre cœur et élargir notre compréhension du monde et de ce qui n'est pas soi, et créer cette empathie. Il me semblait que de vivre cette expérience de la désorientation de l'intérieur permettait d'avoir une compréhension plus intérieure, plus subtile de ce que ça peut vouloir dire de perdre ses propres repères. On perd nos propres repères, vous dites la réalité, mais c'est la réalité ou la vérité? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? En tout cas, il est dans un monde réaliste, mais qui semble avoir perdu sa logique. Et nous-mêmes, on assiste à des situations qui semblent contradictoires les unes avec les autres. Et donc, on a l'obligation, entre guillemets, à se frayer un chemin parmi toutes ces incohérences ou ces incompatibilités de situation pour aller vers le sens. Donc je dirais peut-être pas la vérité, mais le sens en fait. D'essayer de retrouver, de remettre de l'ordre dans ce qui semble en manquer. Et parfois, quand ce sens résiste, ça peut créer de l'impatience, de l'anxiété, de l'angoisse, ou de la cruauté. Et voilà, c'est peut-être une sensation qui nous permet de mieux comprendre aussi pourquoi parfois les gens qui sont justement dans ce processus un peu terrible de dégénérescence ont des accès de violence, de cruauté, et tour à tour de douceur et de régression tendre. Je voulais qu'on puisse entrevoir en fait la complexité de cette trajectoire. Mais c'est pas simplement l'histoire de cet homme qui perd ses repères, c'est aussi et conjointement l'histoire de sa fille qui est une fille aimante et qui tente de faire au mieux, parce que voilà, le paradoxe c'est qu'elle a beau aimer son père, elle a beau vouloir faire au mieux, elle touche aux limites un peu de cet amour, comme si elle découvrait que l'amour à un moment ne suffit pas. Et voilà, je voulais interroger cette grande difficulté qui consiste à accompagner un autre que soi. Et il y a tellement de gens qui sont dans cette situation, pas simplement avec des gens qui souffrent d'Alzheimer, mais d'une façon générale, des gens qui sont en difficulté, et d'autres qui accompagnent et qui acceptent les sacrifices et l'ambivalence que ça implique. Mais cette maladie, elle est elle-même insensée. Hein. Vous dites dégénérescence, on dit démence sénile, on parle d'Alzheimer. La maladie, elle n'est jamais nommée dans votre film. Pourquoi ? Pour ne pas mettre un diagnostic. En mettre un, ça l'aurait rendu plus saisissable. D'abord, puisque le film se raconte beaucoup de son point de vue à lui, c'était intéressant que ça ne soit pas vraiment nommé et qu'on soit vraiment nous-mêmes en prise avec des incohérences, sans se dire au bout de 10 minutes « Ah d'accord, c'est de ça dont il s'agit ». Mais aussi parce que
comment dire, je pense que le film ne parle pas vraiment de ça, en fait. C'est pas comme si c'était le thème du film. Même le mot thème me semble quelque chose d'incroyablement réducteur d'une façon générale pour une œuvre. J'ai l'impression qu'une œuvre embrasse un champ de l'existence un peu plus large et que c'est aussi une histoire autour de l'amour, quand l'amour est testé par la réalité et de ce lien entre un père et une fille qui tente de résister ou de se réinventer précisément quand l'un perd la mémoire. Qu'est-ce qui demeure en fait de ce lien quand la conscience en fait s'évapore? Voilà, c'est une confrontation entre la conscience et l'inconscient aussi de ces personnages. Vous le disiez, en même temps qu'on est le père, on est la fille aussi. Dans votre film The Father, Florian Zeller, elle est aimante, mais elle est redoutablement impuissante. On l'entend encore dans cet extrait. Your whiskey. Thank you. Cheers. Oh. Ha. Mm. Oh. Do you know, I'd give everything I own for a glass of whiskey, don't you agree? Well, I don't own all that much, so... Oh, really? What do you do for a living? I look after other people. Other people? Yeah, my job is to help people who need help. Oh. Sounds like one of those girls you're always trying to dump off a maid here. Must be a difficult job, though, isn't it? I mean, spending all day with one of those... Ugh, I mean, I couldn't stand it. Am I right? I did myself. What about you? What did you do for a living? Oh, I was a dancer. Were you? Yes. Dad, What? you're an engineer. What do you know about it? Yes, tap dancing was my specialty. Really? You seem surprised. Yeah, a little bit. Why, don't you believe me, or you find that difficult to imagine? Of course, it's just I've always loved tap dancing. You really? Wow, I'm still great at it. I'll show you. Aye! Jolly good. Là, on voit et on entend Anne, la fille, être le témoin de cette scène, de cette rencontre entre son père et une future aide-soignante, Laura, avec cette tentative, cet exercice de séduction auquel lui se prête avant de retoquer la fameuse candidate. On voit ce moment où il réinvente aussi sa vie et on ne sait plus encore là où est la frontière entre le réel et la fiction, son imagination à lui. Le film, vous l'évoquiez, Florian Zeller, il pose la question de la dette de cœur, celle des enfants à l'égard de leurs parents. Anne, cette fille si dévouée qui l'accompagne, qui l'accueille chez elle, qui encaisse aussi son mauvais caractère, les comparaisons blessantes avec la sœur absente. Elle met toute sa vie en suspens jusqu'au jour où elle est rattrapée par une urgence de vivre sa vie à elle. Elle a rencontré Paul, un Français. Elle veut le rejoindre à Paris et elle dit à son père, elle tente de lui expliquer, c'est important pour moi, lui dit-elle, jusqu'où accompagner ses parents. Elle est, elle, en prise avec à la fois une impuissance, mais aussi un fort sentiment de culpabilité. Oui, et c'est Olivia Colman qui interprète ce rêve et je suis incroyablement reconnaissant et de l'avoir eue, elle, pour faire ce rôle-là, parce qu'elle a quelque chose que ne peuvent avoir que les très grandes actrices, c'est qu'elle fait cohabiter tout ce que vous venez de dire dans un seul visage. On la voit parfois sourire à son père, puisque c'est ce qu'elle lui offre et c'est le rôle qu'elle tient. Mais nous, on détecte juste derrière ce sourire et l'épuisement, le désespoir, et cet autre désir qui grandit mais qui n'ose pas complètement s'assumer, ce désir de vivre sa propre vie. Et il y a une telle profondeur de champ dans son visage que tout ça cohabite. Et c'est ça que je voulais justement observer à travers elle. C'est vrai que, sans faire trop de grandes généralités, les filles peut-être, par rapport aux garçons, rencontrent une plus grande difficulté à laisser leur famille derrière elles et à s'autoriser complètement à vivre leur vie. Elle est en tout cas cette fille dont elle pressent qu'elle deviendra, ou qu'elle est censée tenir le rôle quasiment de mère à un moment, de substitution. Et elle est en pleine dans cette ambivalence et dans ce dilemme douloureux, parce que sa vie de femme l'appelle en même temps. Pourquoi avoir fait un film de cette pièce, Florian Zeller, aux 3 Molières, qui a déjà existé, qui a déjà brillé sur les planches? Qu'est-ce que le cinéma permet, comble ou révèle? En tout cas, je ne voulais pas juste filmer une pièce de théâtre, ça ne m'intéressait pas, je voulais vraiment faire ce que seul le cinéma peut faire. Et puisque ce texte mettait, comme je le disais tout à l'heure, le spectateur dans une position singulière, je voulais que ce ne soit pas simplement une histoire, mais une expérience proposée au spectateur, l'expérience de ce que ça pourrait vouloir dire de tout perdre, y compris ses repères en tant que spectateur. Et il me semblait que le cinéma
de par son langage particulier, permettait à cette expérience d'être encore plus immersive, encore plus entière, et donc, je l'espérais, d'autant plus puissante. Et je pense que le cinéma, voilà, de par le cadrage, la composition, les choix visuels, permettaient vraiment de rentrer dans l'intériorité de ce cerveau fragile. Alors ce film, Florian Zeller, il n'a pas été si facile à faire, un tournage en Angleterre, en anglais, avec des comédiens britanniques. Il a fallu monter et financer cette production pour un jeune réalisateur que vous êtes, même si vous aviez le succès du dramaturge et du metteur en scène auparavant. Ce film, vous l'avez donc réalisé, il est là, il sort sur les écrans mercredi, il a été consacré déjà par Hollywood à travers ces 2 statuettes. Et il y en a un autre en préparation, c'est The Son, le fils, parce que c'est une trilogie que vous avez réalisée, la mère, le père et le fils. Ce deuxième film en préparation avec Hugh Jackman et Laura Dern, qui est l'actrice fétiche de David Lynch. On imagine que c'est un clin d'œil à ce réalisateur que vous devez aimer, puisque vous êtes à peu près aussi labyrinthique que lui dans ce père que vous avez réalisé. Elle racontait une fois, à propos de Lynch, quand il a vu sa statuette, lui, pour l'ensemble de son œuvre, qu'il lui avait dit que c'était une chance au fond tout ce qui lui arrivait, parce que les idées, on est juste chanceux quand on arrive à les attraper. Vous avez parlé du rêve. Comment vous viennent les idées à vous? D'où vous vient l'inspiration? C'est une question qui est difficile à... C'est-à-dire, c'est bien de ne pas le savoir. Du moins, je peux répondre que pour moi, mais je m'efforce d'être dans un état d'inconscience pratiquement. C'est-à-dire que ça m'arrive d'écrire d'une façon qui ressemble à un rêve. C'est-à-dire, vous savez, un rêve, c'est que quand il est terminé, qu'on peut se retourner sur lui et tenter de le comprendre. Et ça m'est arrivé bien souvent d'écrire et ensuite de me dire « Ah, c'est donc ça dont il était question ». Je me suis jamais assis à une table en me disant « J'aimerais traiter de ce sujet-là » ou « J'aimerais raconter cette chose particulière ». C'est plutôt les choses, j'ai l'impression, qui se révèlent en moment où j'écris. Et parfois, il arrive... rarement, mais que les personnages, justement, acquièrent ce degré d'existence et de réalité suffisant pour avoir quasiment une autonomie par rapport à ma propre volonté ou à mes propres intentions. Et c'est souvent là où les choses commencent à exister. Et il me suffit à ce moment-là de les suivre, ces personnages, avec la rapidité de l'oralité. Et si je veux écouter ce qu'ils ont à dire, il faut que j'écrive. Et donc, j'écris pour entendre ce qu'ils ont à dire, comme si j'étais leur... interprète pratiquement. Mais il y a quand même beaucoup de boulot derrière tout ça aussi. Oui, il y a du travail. En fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'écrire de cet endroit d'inconscience et conjointement d'un autre endroit qui est beaucoup plus conscient. Parce que moi, ce que j'écris mes pièces ou ces scénarios sont comment dire, construits comme des labyrinthes un peu. Et donc, de cet autre endroit où il y a une plus grande conscience, une plus grande fabrication, une plus grande structuration, où là, il ne s'agit pas simplement d'écrire, mais de réécrire et réécrire pour fabriquer ces labyrinthes. Vous êtes l'auteur français le plus joué au monde. Comment est-ce que c'est peut-être ça le vrai boulot? Trouver comment on peut parler au plus grand nombre. C'est-à-dire comment travailler une langue universelle tout en restant chez soi. Oui, encore une fois, c'est pas des choses qui font partie des objectifs, c'est des choses qui apparaissent parfois. Moi, j'ai l'impression que ce qui m'importe, en fait, en écrivant, c'est de toucher certaines émotions et de les partager. Venant du théâtre, c'est quelque chose de très fort, le fait de partager avec des spectateurs des émotions. Et c'est mon point de départ, en fait. Et je n'ai jamais écrit pour tenter de dire quelque chose, pour tenter de démontrer quelque chose, sans être très conscient de mes propres intentions. Quand on a vraiment des choses qu'on veut prouver, qu'on veut défendre, je pense qu'il y a d'autres formes pour le faire que des pièces de théâtre. Moi, j'aime comme précisément l'intention de l'auteur n'est pas très claire. Ça laisse un espace pour le spectateur qui doit lui-même, justement, dans ce puzzle dont il pourrait manquer une pièce, c'est le spectateur qui doit la trouver, cette pièce, avec sa propre histoire personnelle, sa propre sensibilité. Et donc, moi, j'ai à cœur de laisser un espace pour le spectateur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut trouver un écho, quelle qu'en soit la langue ou la culture. Alors, vous dites que vous êtes allé vous êtes allé vers la Grande-Bretagne parce que Anthony Hopkins. Mais il y a aussi l'autre grande référence, le modèle dont vous parlez souvent, c'est Harold Pinter, le prix Nobel de littérature. Il explique dans l'extrait qu'on va entendre comment il a commencé à écrire sa pièce No Man's Land. J'étais
dans un taxi, I had a flash of a sentence. Il a vu une phrase qui lui est passée comme un flash. But I had no paper and no pen. Il n'y avait ni crayon ni papier. I tried to keep the sentence in my mind. Il a essayé de garder cette phrase dans sa tête. And I got home. Il est rentré. Rushed upstairs. Monté l'escalier à 4 à 4. It was late at night, incidentally. C'était tard la nuit. And I wrote a whole speech. Et il a écrit toute cette tirade. Without knowing who the man was. Sans savoir qui était l'homme qui disait cette tirade. I had a few drinks and then I wrote more of this. Il a bu 3 ou 4 verres et puis il a continué à faire parler ce personnage. I knew he was talking to someone, but I didn't know who it was. Il savait qu'il parlait à quelqu'un, mais il ne savait pas qui était ce quelqu'un. And then I put it away and knew that in the next morning it would be no good, you know. Et puis il a reposé ça en se disant que le lendemain matin, il saurait que ça valait rien. When I woke up the next morning, et le lendemain matin, il s'est levé, il a pris cette page et il a commencé à la lire, enfin en étant très tendu parce qu'il s'attendait à ce que ce soit vraiment très très mauvais. But it was. Well, good. Mais c'était bon. Bon, alors à part peut-être le whisky, Florian Zeller, qu'est-ce qu'il y a de commun? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous avez apprécié chez Harold Pinter? Qu'est-ce qui vous intrigue chez lui? Ce que j'aime, c'est l'apparente simplicité du langage, d'une écriture presque blanche, derrière laquelle on pressent des rapports de force souterrains d'une grande violence. Si bien que quand un de ces personnages dit oui, on pressent que ça peut tout à fait vouloir dire non. Et on touche à l'ambiguïté fondamentale du langage, et c'est là où ça devient une expérience de théâtre. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est engagés à la recherche du sens. La trilogie Le Père, la Mère, le Fils est éditée, rééditée aux éditions Folio Théâtre, Florian Zeller. Vous en parlez aujourd'hui comme d'une trilogie involontaire, maintenant qu'elle existe. Ces 3 pièces, elles font sens comme un tout? Vous êtes heureux de les voir éditées ensemble? Oui, en tout cas, il y a des jeux de correspondance et d'écho entre ces textes qui se tiennent autonomes les uns vis-à-vis des autres, mais voilà, il y a un jeu de correspondance secrète entre elles et je me réjouis qu'elles habitent aujourd'hui dans la même maison. Et Le Père, version cinéma, sort en salle mercredi. C'est avec Olivia Colman et avec Anthony Hopkins, réalisé par vos soins. Merci 1000 fois, Florian Zeller, d'avoir été autour de cette grande table. Merci.